RMC, la grande gueule du jour. Conseiller principal d'éducation, il s'appelle Thierry Gaudin. Il signe un livre avec un titre fort, grande gueule, égaré, point d'exclamation, le livre témoignage aux éditions Stock. Bonjour Monsieur Gaudin. Bonjour. Vous avez été CPE, alors rappelons c'est quoi un CPE ? Alors un CPE, c'est un conseiller principal d'éducation. Il est chargé de l'encadrement de l'équipe de surveillants et il est aussi chargé du suivi des élèves en parallèle de celui des professeurs principaux et des enseignants dans les classes pour notamment vérifier l'assiduité, le bien-être des élèves dans la mesure du possible et puis aussi malheureusement aussi il y a un gros pan disciplinaire. C'est le surgé en fait, comme on disait. C'est le descendant du surgé, du surveillant général. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui parce que vous avez été dégoûté ? Non. Absolument pas. J'ai pas été dégoûté du tout. Je suis devenu scénariste pour la télévision et la jeunesse et la bande dessinée. Et c'est aussi en devenant scénariste que j'ai trouvé les outils intellectuels, je pense, pour écrire ce livre et pour cerner la thématique de ce livre, pour savoir, pour essayer d'aborder de l'angle, de la façon dont je souhaitais aborder ce sujet. Vous étiez dans la cage aux fauves ? Vous avez failli vous faire bouffer ? Je ne pense pas, non. C'est intéressant parce qu'on avait une conversation juste avant. L'idée, c'était de montrer le regard du débutant, parce que j'aurais pu très bien choisir de raconter ma dernière année, où j'étais Monsieur Gaudin, ça allait très bien, j'étais respecté, j'avais les petits frères des grands que j'avais eus en première année, par exemple, avec un lien tout à fait privilégié. Mais je trouvais intéressant de partir de mon expérience pour raconter cette première année, qui est l'année de la découverte, qui est l'année aussi des fantasmes, par rapport à la banlieue, par rapport aux jeunes et par rapport... Alors justement, c'est ça qui est intéressant parce qu'on en parle souvent de ces établissements dans des quartiers difficiles, dans le 9-3, le 93. Quelles sont les idées reçues ? Est-ce que la réalité est pire ? Expliquez-nous. Alors la réalité n'est pas pire du tout. Je pense que moi je suis arrivé, je débarquais de Bordeaux. Et j'avais fait mon stage professionnel dans un lycée du Sud-Gironde, très protégé, très peu d'hiver. Et donc, et moi, j'avais grandi en Charente-Maritime. Et vous êtes arrivé en Seine-Saint-Denis, dans un quartier sensible. Seine-Saint-Denis, dans un quartier, très sensible, un quartier particulièrement sensible. Et j'avais peur. J'avais peur parce que qu'est-ce que j'avais comme information, outre la littérature au demeurant fort intéressante que j'avais reçue lors de ma formation de CPE, j'avais les reportages avec les visages floutés de grands gaillards et tout le discours médiatique très violent sur c'est un monde violent, hors la loi, et donc je venais avec ces a priori-là. Et quand j'arrive en tant que débutant, j'ai, malgré toutes mes pensées humanistes, et j'ai cette peur-là au ventre. Et c'est comment je souhaitais le montrer, comment je me suis, au fur et à mesure, désengrammé de ces a priori sur le lieu pour découvrir en face de moi des gens, des enfants, des adultes qui font ce qu'ils peuvent dans un contexte pas facile, c'est-à-dire que aussi de déresponsabiliser les gens qui sont dans des situations difficiles et de voir des êtres humains qui font de leur mieux. Quels sont les freins, le frein principal que vous avez identifié au retournement de la situation ? Qu'est-ce qu'il faudrait d'abord faire ? Au retournement de la situation, tension, établissement scolaire, élèves en difficulté, tout ce que vous décrivez. Très modestement, mon ambition dans ce livre, c'était de montrer une situation sans phare. Et déjà, j'ai le sentiment qu'il y a un immense malentendu en fait entre les élèves, les parents et les enseignants. Qui repose sur quoi ? Qui repose sur un sentiment, chacun a le sentiment profond d'être victime d'une injustice et de ne pas être respecté par les autres. Les enseignants ont un énorme chapeau sur la tête, on leur fait porter énormément de choses, ils sont censés former une élite, construire la nation, épanouir, développer tous les enfants, leur permettre d'avoir un travail merveilleux à la hauteur des attentes de chacun. Et donc c'est un poids gigantesque qui est à la rencontre de toutes les mythologies qu'ont construit l'éducation nationale, le second ère napoléonien, la Troisième République, et l'épanouissement de l'enfance issus des courants de pensée des années 60-70. Donc voilà, tout ça, les enseignants le portent.
on leur dit, vous faites ça. Et c'est des injonctions contradictoires, si vous remarquez bien. Il faut que vous soyez les meilleurs, et en même temps, il faut que vous vous épanouissiez, et en même temps, il faut que vous soyez sages, et que vous fassiez nation, et que vous restiez à votre place. Et les élèves et les parents, alors? Et les élèves, ils ont une aspiration à la grandeur, à réussir, à faire des choses importantes dans leur vie, à être fiers. À sortir de là où ils sont, c'est ce qu'on comprend aussi dans votre bouquin. Sortir de là où ils sont... l'idée aussi, c'est cette phrase de s'en sortir, elle est assez violente, parce que s'en sortir de quoi ça voudrait dire qu'ils vivent un enfer. Ça voudrait dire qu'effectivement, leur quotidien est catastrophique et honteux et détestable. Comme je dis ça, c'est le désir. Alors je l'ai mal formulé, mais c'est le désir de réussite. On peut le formuler autrement. Moi, quand j'étais en Charente-Maritime, j'avais aussi un désir de grandeur et de faire des choses importantes et si possible contribuer au monde. Et je pense qu'on a tous ça en nous. Et il y a les parents qui ont des ambitions pour leurs enfants. Tous les parents ont des ambitions pour leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants réussissent. Et ils sont confrontés aussi à vous êtes parents et vous savez très bien qu'il y a une espèce de jugement permanent sur la façon dont les parents élèvent leurs enfants. Vous savez, par exemple, sur les parents, ce qu'on entend souvent, oui, mais les parents, dans ces quartiers-là, ils sont démissionnaires. On les voit jamais. C'est vrai ? Alors j'ai l'impression, pour le coup, de faire la démonstration du contraire. En fait, ils disent, je les punis. Il y a un parent à un moment qui gifle son fils parce que son fils a été désagréable et donc on veut que son parent, votre fils ça va pas du tout, cadrez-le. Ok, très bien, je lui mets une claque. Ah mais non, mais c'est pas ce qu'on voulait dire, faut faire autre chose. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? On dit par exemple que ces enfants-là, c'est des sauvageons. Ils s'en foutent de l'école, ils viennent pas parfois... du tout. Non. Alors ça, je le conteste. Ils ne s'en foutent pas de l'école. Au contraire, ils attendent énormément de l'école. Il y a une attente immense des familles et des enfants. Mais concrètement, je veux faire quelque chose de ma vie. Je veux réussir. Et c'est là aussi, l'idée, c'était aussi de sortir d'un problème de personne. C'est la faute, parce que c'est étonnant la façon dont est reçu le livre, parce que suite à la conversation, chaque fois, j'ai eu des réactions très différentes. Et j'ai eu trois réactions. Ton livre, c'est bien la preuve que les profs, ça va pas du tout. Ton livre, c'est bien la preuve que les enfants, ça va pas du tout. Et ton livre, c'est bien la preuve que les parents déconnent. Voilà. Donc en fait, selon la perception de chacun de l'école, chacun a son ressenti. Voilà. Fatima, prof en Seine-Saint-Denis, dans ces quartiers. Bon, écoutez, j'ai lu votre livre. Ça me donnait vraiment l'impression, l'explorateur en mocassin à la découverte des animaux sauvages. Il y avait un côté comme ça, dans le sens où j'ai reconnu les situations. Vous voyez, on a vécu les mêmes situations, les bagarres, même le décès d'un élève, même cette violence, l'insolence qu'on peut rencontrer, toutes les situations à gérer, je les retrouvées dans votre façon de les décrire. En revanche, j'ai été très décontenancée par votre façon de les affronter. C'est-à-dire, il y a une forme, le rapport à l'élève tout d'abord, cette fascination. Tous ces préjugés, et puis en même temps une forme de laxisme aussi, et puis une forme de complaisance avec les caïds et les grandes gueules, et un aveuglement envers les petits. Et pendant tout le long, je voyais des situations dégénérées, mais ça ne pouvait pas être autrement. Et je me disais, mais sont-ils si mal formés? Parce qu'on peut comprendre la peur du débutant, mais là, il y avait vraiment, on n'avait pas l'impression d'avoir face à nous un adulte, mais on avait l'impression d'avoir face à nous un enfant timide, qui se retrouvait comme un élève. Et tout ça, ça m'a gênée parce que je viens du même coin que vous. Moi, j'ai grandi à Poitiers, j'ai été formée à Poitiers. Mon premier poste était à Angoulême, c'était un lycée. Ensuite, j'ai choisi, alors contrairement à vous, c'était vraiment un choix de venir en banlieue. Mais j'ai choisi aussi de venir en banlieue. J'étais en 91 et après dans 93. Mon premier jour, j'avais une peur, mais c'était plus du trac. Et quand j'étais face à eux, j'étais la prof. Je me sentais profondément l'approche. Et ce qui fait qu'ils pouvaient faire n'importe quoi, pour moi, c'était des élèves. Voilà. Et j'ai l'impression que vous ne les voyez jamais comme élèves, mais vous étiez un peu, vous, en train de vous faire juger. Alors, est-ce que ça a changé et comment vous avez réussi à changer ça? Mais j'entends tout ce que vous dites et vous avez entièrement raison. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais la possibilité de me montrer aguerri 3 ans plus tard. Je suis en poste, je tiens là. Mais c'est aussi parce que il y a un peu cette dictature en France notamment, c'est-à-dire adulte, enseignant, prof, on l'a ou on l'a pas.
C'est-à-dire, il y a ceux qui... Non, mais vous êtes arrivé, vous êtes tout de suite positionné. Et d'ailleurs, je mentionne ma collègue, qui, elle, a tout de suite eu un positionnement beaucoup plus juste. C'est-à-dire que c'est pas, on est tous dans cet état-là, on est tous c'est-à-dire, j'ai fait le choix de me montrer en difficulté. Ça, c'est bien. Non, mais c'est-à-dire que c'était ça aussi, c'était pour sortir. Une sorte de stratégie que vous avez utilisée, quoi. En fait. C'est pas une stratégie. Dans le livre, c'est une vérité. C'est une vérité. Non, mais d'accord. Voilà. Mais si vous voulez, c'était par rapport à ce que je voulais transmettre. J'ai été confronté à de nombreux enseignants. Vous êtes arrivé, vous avez réussi immédiatement à vous positionner. Donc vous étiez tout de suite ancré dans votre rôle d'enseignante. Et c'est... Alors, non, j'ai appris avec les élèves aussi, parce que ce qui manque, c'est la voix des élèves. Ce qui manque, vous voyez les livres sur la banlieue, là où j'en peux plus, c'est qu'on parle des enfants, alors qu'il faudrait parler avec. Si un jour, jamais j'écrirai un livre sur l'enseignement, en revanche, écrire un livre avec des élèves, là c'est intéressant parce que eux, ils disent des choses que vous n'osez plus entendre, parce que vous êtes de gauche, vous avez des valeurs humanistes, et il y a des mots comme autorité, on dirait que c'est des gros mots, ou alors on voit que vous êtes triste après un conseil de discipline, vous pensez à celui qui exclut, mais vous ne pensez pas au reste de la classe, vous ne pensez pas aux invisibles des CPE, parce que les CPE ne voient pas ce qu'on voit, les petits gentils comme vous les appelez. Tout cela, on ne les voit pas. Donc moi, en lisant, j'étais en colère. J'avais de l'affection pour vous parce que j'ai vu que vous étiez quelqu'un de humble et que vous étiez capable de vous remettre en question. Et c'est sans doute la qualité la plus grande d'un être humain. Donc vous avez cette qualité-là. Mais en même temps, je me disais, est-ce qu'on a le droit à l'erreur, nous, dans le sens où l'impact d'un adulte sur ces enfants-là est énorme. On s'en rend même pas compte. Mais vous pensez qu'on ne fait jamais d'erreur. Vous pensez que c'est impossible de faire des erreurs. Non, mais là, c'est que c'est quand même des choses. Mais si vous voulez, j'entends ce que vous dites. C'est une faute professionnelle. Non, mais c'est pas ça. Mais pourquoi ce serait une faute professionnelle d'être élu? Tu dis qu'il a commis des erreurs. Non, tout le monde commet des erreurs. Moi aussi, on parle de monsieur, ni de ceux des autres. On parle de monsieur Gaudin. Ce qui est intéressant, c'est regardez ce que vous dites. Non, mais j'entends ce que vous dites. Vous dites, j'ai été ému à l'issue d'un conseil de discipline. Ça, c'est normal d'être ému. Mais vous avez même regretté finalement. Mais j'ai regretté, mais je l'ai exclu quand même. Oui. Et c'est-à-dire qu'à un moment... Mais vous ne parlez pas du tout des autres. C'est-à-dire, on parle que des caïds et des grandes gueules, mais les autres n'existent pas. Si vous voulez, ceux qui subissent 80% des classes. Alors, voilà, c'était ça aussi que je voulais faire comme démonstration. C'est-à-dire l'idée aussi, au sein des élèves, cette tendance à faire des clans. Il y a les gentils dont on va peut-être faire quelque chose et ça va bien se passer. Et il y a toute une population qu'il faut absolument mettre. Ils sont pas beaucoup, 5% à peu près dans les établissements, mais c'est les gens dont je m'occupais. Et dont on parle. Et dont on parle. Ils prennent beaucoup votre temps, en fait. Ils prennent tout mon temps. Exactement. Ils prenaient tout mon temps. Mais ce que je trouvais important, c'est de saisir dans ce qui ne va pas chez ces élèves-là. Concrètement, c'était essayer de voir ces élèves, quel est le souci au niveau de ces élèves. C'est eux qui le disent. Alors, on continue d'en parler avec vous. Il aurait fallu les entendre, les vous retrouver. Vous ne les croyez pas quand ils me disent tout ça. Adultes. On va continuer d'en parler. C'est eux qui donnent les vraies clés. Moi, c'est mes élèves adultes qui m'ont donné des clés. Égarer l'itinéraire d'un CPE, votre expérience de conseiller principal d'éducation, le dialogue continue, il parle de ce qu'il a vécu en Seine-Saint-Denis. Thierry Gaudin, livre aux éditions Stock. Question aussi dans un instant de Jimmy, de Pascal et de nouveau de Fatima. Les Gigi, les grandes gueules sur RMC, sur numéro 23. Nous sommes avec Thierry Gaudin, livre témoignage sur ce qu'a fait un CPE, son expérience de CPE en Seine-Saint-Denis, égaré, conseiller principal d'éducation à Néziro, aux éditions Stock. On a fait une erreur, voilà. Oui, on n'aurait jamais dû mettre l'ancien CPE à côté de la prof Fatima. Qu'est-ce que ça papote? C'est un magnifique combat que j'accepte volontiers. S'il vous plaît, monsieur Jimmy Mohamed, docteur. Écoutez, oui, j'aime bien ce discours qui consiste à dire que les sauvageons, c'est pas forcément ceux de la Seine-Saint-Denis. J'ai rencontré dans ma jeune carrière un des enfants qui a été le plus harcelé et le plus traumatisé. C'est une jeune fille qui est au collège et qui a été la tête de turc de tout le monde, à tel point que ça a fini à l'hôpital aux urgences pédiatriques avec l'intervention d'un psychiatre, car elle avait des hallucinations et elle pensait être persécutée et elle hurlait dans le cabinet, elle courait partout en voyant ses opposants. Et cette petite, elle n'est pas à Bobigny, elle n'est pas à Aulnay, elle est à Paris, dans le 1er arrondissement, dans le centre de Paris, dans un collège très chic, privé. Et ça change des discours qu'on peut avoir ou des reportages à la Bernard de la Villardière qui consistent encore une fois à montrer la banlieue comme un terreau de djihadistes et gorgeurs de moutons. Et
j'ai quand même l'impression que par moment, l'école, de moutons ou de polygames, on peut aussi avoir ça, parce que c'est un peu l'état d'esprit de Bernard de la Villardière à propos de certaines minorités. J'ai quand même l'impression que parfois, à l'école, on est un peu en décalage avec les réels problèmes. Par exemple, j'ai vu un enfant de 6 ans sortir de l'école avec un pouce qui avait doublé de volume car il s'était fait une entorse. Mais personne ne l'avait signalé. C'est-à-dire que l'équipe enseignante qui l'a vu n'a pas cru bon à la sortie des cours, dire écoutez madame, votre fils, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il a une entorse du pouce. Par contre, quand il s'agit de ne pas avoir le carnet de correspondance, car il m'est arrivé moi une fois d'oublier le carnet de correspondance et m'excuser auprès de l'équipe enseignante, excusez-moi, je n'ai pas de carnet de correspondance, alors là, j'étais le pire père du monde. Est-ce que parfois il n'y a pas un décalage entre l'urgence réelle et finalement l'urgence ressentie de la part des équipes ? C'est évident, mais comme toute institution, je pense que l'école est violente. De manière institutionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est un enseignement de masse, et la conversation qu'on a eue tout à l'heure, c'est qu'on doit gérer énormément d'élèves de front. C'est-à-dire, entre guillemets, s'occuper des plus pénibles ou des élèves qui ont besoin de plus d'attention ou qui se sont blessés dans le cadre d'une gigantesque masse. Généralement, le choc thermique que reçoivent les parents en arrivant au collège, c'est le bruit. La première incursion dans un collège, quand vous débarquez dans le hall, il y a une espèce de gigantesque brouhaha avec des gamins très grands, très petits. C'est pour ça que je pense que ce collège, c'est pas un collège de banlieue, ça représente aussi l'état de notre collège. Il y a quand même un côté collège de banlieue dans la concentration, dans les chips, dans la concentration des problèmes au même endroit. Mais c'est parce que c'est là que j'étais. Voilà. C'est-à-dire que non, mais je vous reproche pas. Il y a quand même plus de difficultés. Parce que je veux bien l'exemple de Jimmy. Par rapport à la position des parents, c'est là aussi qu'il y a un conflit intrinsèque entre l'école et les parents. C'est que forcément, en tant que parent, vous êtes attentif à votre enfant, vous le connaissez mieux que nous, et vous l'avez élevé, et de manière quasi automatique, il y a une démarche de jugement de l'école vis-à-vis de votre enfant. C'est un peu systématique, soit ça va, mais si ça commence à ne pas aller, ou qu'il y a des problèmes, soit d'attitude, soit de... Tout à coup, le discours devient à notre corps défendant, jugeant et un peu... Vous connaissez pas mon enfant. Non, mais la phrase, non, ça va pas du tout avec votre fils. Hein. Bon, alors, ça veut dire quoi ? Ça va pas du tout avec votre fils. Bon, déjà, je suis un mauvais parent, une mauvaise mère, qu'est-ce que j'ai raté ? Ou alors, non, c'est vous qui comprenez rien. Et ça y est, le conflit, il est installé d'entrée. Et l'histoire du carnet de correspondance, oui, c'est... Il y a des malentendus. Pascal. Alors, une des revendications historiques en France de l'éducation nationale et de ses personnels, c'est l'augmentation des moyens. Or, quand on regarde à l'échelon européen, nous sommes le pays de l'Union européenne qui dépense le plus par tête. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de moyens investis, mais probablement plus un problème de méthode. Le reproche que moi je fais à l'éducation nationale, c'est d'avoir été très standardisé, très industriel. Le même traitement pour tous. Alors, première question, y a-t-il, selon vous, dans ce cadre-là, des élèves qui sont irrécupérables ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut s'habituer à l'idée qu'il y a une partie des gens qui sortent de l'école ou qui n'en sortent pas d'ailleurs, qui sont irrécupérables pour la société ? Première question. Et deuxième question, à l'issue de toute cette réflexion que vous avez, comment résumeriez-vous en quelques mots la vraie mission de l'école en France ? Alors déjà, irrécupérable, non. Je pense que, à moins d'être des dieux, pour décider que quelqu'un fera quelque chose ou pas de son existence, je pense que ceux qui s'octroient ce droit sont dans l'erreur. En tout cas, prétendre à des avenirs dont personne n'a la clé. 200 000 personnes quittent l'éducation nationale sans aucun diplôme tous les ans. La question... Alors moi, c'est une conviction intime. Allez-y. C'est une conviction intime par rapport à l'éducation nationale, c'est que notre secondaire est globalement issu du secondaire napoléonien. Et Napoléon, l'objectif du secondaire à l'origine, c'était de former les élites de la nation, les généraux, grands corps d'État et chefs d'entreprise. Il y a eu la fusion il y a eu le collège unique dans les années 60 et avec tout un tas de nouvelles missions, mais culturellement, on ne s'est pas vraiment désengrammé de cette mission de faire émerger une élite, et avec le discours a changé en disant que tout le monde peut dans l'absolu accéder à l'élite. Faire avancer tout le monde. Mais le souci, c'est que déjà, on ne peut pas avoir 66 millions de dirigeants d'entreprises, de généraux de corps d'armée et de grands corps d'État. Et donc,
au final, le champ de la réussite et de la dignité est devenu très très restreint. Et sur le trajet, tout le monde est ventilé sur les côtés par l'orientation. Ben non, toi tu t'arrêtes là, toi t'as pas ta place. Donc, au regard de ce modèle de accéder, enfin Emmanuel Macron l'a dit dans une gare, il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui sont rien. Ça peut paraître pour une maladresse, mais je pense qu'intrinsèquement, ça résonne dans notre pays comme une conviction. Et qui est un l'éducation peu... nationale Parce que Macron, il est issu de ce système-là. il est issu et de que ce lui, système. il y a réussi. Ah ben c'est très dur de changer un système dont on est le champion. Mais l'éducation voilà. nationale, ça sert Mais à c'est trouver quoi, un métier Ben- ou à distribuer une formation? Eh ben, à mon avis, l'éducation nationale, il faudrait réconcilier, c'est-à-dire, entre guillemets, faire advenir, déjà quel est le modèle social qu'on veut, faire advenir les élèves, mettre les élèves sur le chemin de leur existence, le meilleur chemin possible pour eux, en fonction de leurs aspirations. Parce qu'au nom même de cette idée d'accéder à l'élite, moi j'ai un ami qui était bon à l'école mais qui voulait être cuisinier. Bon, ben, ça n'a même pas été envisagé, parce que non, il faut que tu continues, il faut que tu fasses des études générales. Je vois pas en quoi devenir cuisinier est un manque d'ambition. Mot de la fin, Fatima, vas-y. Mais dans votre livre, il n'est même pas question de ça, puisqu'il n'y a même pas les bonnes conditions pour commencer à apprendre. Et je suis Lorsqu'on d'accord. parle de bagarres, de feu dans les poubelles, c'est de ça qu'il et l'urgence, elle est là aussi. Parce que moi, je veux bien qu'on parle du contenu de l'enseignement, mais si la formation fait que les professeurs qu'on envoie, on leur apprend à mettre des tables en rond et puis à parler du bien-être, alors qu'ils n'arriveront même pas à parler et à être entendus, le problème, il est là tout aussi. à fait ce qui se passe dans quand même. dans la Il y a formation. quand même des... Il y a des dysfonctionnements graves. Là, dans ce que vous décrivez, il y a des dysfonctionnements graves qui ne sont pas liés qu'aux enfants, qui sont liés aux adultes en place, à nos attitudes d'adultes, à nos postures d'adultes. Donc c'est déprimant. Moi, je suis très heureuse de ne pas avoir lu votre livre avant d'être prof. Parce que non, mais c'est vrai. Donc pour ceux qui veulent devenir être prof, ne lisez pas. Non, mais c'est magnifique. Le métier de prof est un métier magnifique aussi. Je ne le conteste pas, au contraire. Voilà. Il y a de l'espoir aussi et des solutions. Ah, mais il y a à apporter. énormément bien sûr. d'espoir. En lisant le livre Égaré aux éditions Stock. Merci Thierry Godin de passer par les GG. Dans un instant, le match.